Nous parlons cette fois-ci de musique, on parle d'artistes, on parle de cette musique black qui carbure de plus en plus à Montréal. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un honneur et un plaisir finalement que de vous rencontrer. Votre groupe, vous avez littéralement explosé et fait plaisir aux téléspectateurs, aux mélomanes montréalais lors de votre dernier spectacle au Club Balatou. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, déjà, merci à ICI Télévision de me recevoir et aussi de recevoir mon groupe à travers moi. En effet, je suis l'artiste Menfi et beaucoup m'appellent Bébé Nzumonto, on y reviendra. Et donc oui, je travaille avec le groupe Beyond a Crew depuis 2014 à Montréal où nous faisons beaucoup de spectacles et nous avons notamment créé ensemble toute la musique que je présente aujourd'hui, le nouveau spectacle que j'ai d'ailleurs présenté, comme vous le mentionniez en l'introduction au Balatou dernièrement, dans le cadre des projets des cabarets acoustiques, des productions Nuit d'Afrique. Oui, bon, c'est vrai que les retours que nous avons eus, le public était très content et c'était une soirée vraiment belle en couleurs, en sonorité, en variété et surtout, je dirais, saupoudré de jazz ici et là. Nous avons travaillé sur les rythmes aussi comme le Benskin, qui est un rythme qui vient du Cameroun. Nous avons également présenté quelques pièces qui mettaient de l'avant le Makossa, qui encore une fois vient du Cameroun, avec un mixage fait sur du Seben, qui cette fois vient de l'Afrique du Centre, je dirais le Grand Congo. Kinshasa, et donc voilà, et Brazzaville aussi. Et donc voilà, nous avons, au mieux que nous avons pu, donner un spectacle qui, je pense, a fait plaisir à Montréal. La musique à Montréal, depuis 87, on assistait au premier festival international Nuit d'Afrique de Montréal. Avant 87, évidemment, les groupes africains existaient déjà, mais on jouait à gauche et à droite, tout ça, et le public suivait. Vous arrivez avec un style qui est quand même particulier parce que vous vous inspirez quand même des éléments, n'est-ce pas, des gros artistes connus tels que Manu Dibango avec le John Makossa et même le Benskin, d'autres styles. Comment parvenez-vous à travailler ce style-là tout en étant ici à Montréal? Oui, disons que déjà le cadre de Montréal permet cette diversité. Et c'est un cadre qui est ouvert, je veux dire, le public, les institutions, du moins tout ce qui se passe ici permet que finalement on ait la sensation réelle que le public ou les gens voudraient connaître d'autres choses qui viennent d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que nous avons traversé l'océan Atlantique pour d'autres sont nés ici, etc. Mais nous faisons aussi venir qui nous sommes, si ce que nous sommes. Donc c'est cette culture-là que nous avons à partager. Et c'est simplement en restant dans l'envie de se faire découvrir et surtout la constance et puis aussi de se dire que ce qui est important, en fait, au final, c'est qu'est-ce que je donne. C'est même pas tant comment on va le recevoir ou pas, mais c'est de rester sur, voilà, c'est ça ma distinction, mon identité, ma culture, ce que j'ai envie de mettre de l'avant pour parler de moi, d'où je viens et où est-ce que je suis. Parce que finalement, Montréal, comme je disais au début, c'est une mosaïque fluide de culture de toutes les couleurs et franchement ça nous permet on est libre, on n'y pense même pas, on veut juste donner ce qu'on a. Donc c'est ça. Je parle avec des nombreux artistes africains, en fait certains qui disons s'intéressent à la musique black, noire, ici même à Montréal. On s'interroge toujours, on se pose toujours des nombreuses questions par rapport à, en fait, à dans cet art-là qui, comme vous le savez, chez nous, la musique c'est plus que tout. La musique, c'est dans les séances de mortalité. La musique, c'est dans l'amour. La musique, c'est quand on est triste. La musique, c'est dans tout. Et il y a des carrières qui émergent sérieusement dans le continent. Et à l'époque, vous le savez aussi bien que moi, nos parents, on nous a élevés avec la mentalité où les arts n'étaient pas tellement considérés. Tout simplement parce qu'on avait remarqué que c'était de l'aventure et que ça ne payait pas nécessairement. Aujourd'hui, ça a changé. On voit qu'il y a des jeunes qui ont persisté malgré le fait que les parents ont dit gna 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 et qui ont réussi et qui sont un exemple, un modèle vraiment de leur société. Ça se fait en Afrique.
Mais vous, qui êtes ici, qui faites partie de cette diaspora et qui travaillez très fort avec tout cet amour pour cet art-là, je vous pose ma question carrément. Est-ce qu'il y a-t-il un avenir pour des artistes africains ici, en Amérique du Nord, en dehors d'être vus dans les différents festivals qui se passent généralement durant la période estivale? Oui, ça c'est une super belle question parce que justement ça remet au cœur du débat tout ce qui est l'enjeu, n'est-ce pas, de la pérennité de l'activité artistique ici à Montréal, notamment de ce qui concerne la diaspora. Je dirais pour commencer que le contexte à Montréal est un peu différent par rapport à ailleurs parce qu'ici déjà, bon, c'est vrai qu'au départ on était un peu choqués quand on vient d'ailleurs et qu'on entend cela. Ce que je vais dire c'est quoi? C'est que on considère le travail ici, donc le travail quotidien journalier, comme étant un travail alimentaire pour l'artiste qui est obligé un peu de continuer à travailler et en même temps à faire ses performances ou essayer d'exister à travers les festivals et tout. Du coup, oui, effectivement, ça pose la question de la pertinence de rester dans ce domaine-là et de se projeter. Donc oui, c'est pas évident. Et puis, c'est sûr et certain que voulant travailler souvent avec des subventions, il y en a quelques fois, mais c'est pas tout le temps qu'on les reçoit. Moi, par exemple, j'en ai jamais eu la chance, et j'espère qu'un jour, peut-être, j'aurai, d'en recevoir. Et même encore, même quand on aurait des subventions, un artiste ne peut pas véritablement s'épanouir avec ça. Et ça reste des doléances, ça reste un débat ouvert, quelque chose qui doit rester en supraveille, parce que sinon, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons beaucoup de ce que des intérieurs culturels que les gens auraient à partager, mais qui ne pourraient plus, malheureusement, parce que voilà, ça. Et comment on fait pour s'en sortir, quand même, parce que malgré cette situation continue, en fait, justement, on se concentre sur la solidarité entre les artistes. Il y a déjà ça. Il y a aussi le fait d'être présent lorsqu'on est appelé à un festival comme Nuit d'Afrique, même si on sait que, voilà, eux-mêmes, travaillant avec des subventions ou d'autres moyens de financement, ne peuvent pas foncièrement nous donner ce dont on a besoin pour un vécu normal. Mais au moins, on continue d'être présent, d'être là quand ils nous appellent et souvent même à les solliciter à l'occasion pour, oui, rayonner au mieux qu'on peut, mais en utilisant aussi de l'autre côté les facilités qu'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, etc. On continue d'espérer que, voilà, à travers ça, on va pouvoir voir des artistes émerger. Il y en a quelques-uns qui émergent quand même, mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, c'est un débat qui va rester ouvert, mais qui doit garder toute sa pertinence et son niveau d'enjeu pour qu'un jour, ça puisse permettre aux artistes afro et même canadiens de, voilà, je veux dire, de s'en sortir comme dans n'importe quel autre métier. Avez-vous l'impression que vous avez les mêmes chances que les autres artistes québécois? Franchement, pardon. Oui, disons que à la base, parce qu'il y a quand même un certain déterminisme personnel lié à ma fierté d'être moi-même. Oui, je pense que nous avons les mêmes chances. Et après, je ne sais pas si, pour une raison ou pour une autre, il y aurait peut-être des situations qui favoriseraient plus mes frères québécois ou les frères afro, je veux dire africains. Mais pour moi, je pense que dans le domaine de l'art, la compétition ne devrait pas être visualisée comme étant, je veux dire, je sais pas comment bien mettre les mots là-dessus, mais les publics, en fait, sont divers et ondoyants. Chaque artiste, selon moi, a toujours son public dans le même 10 millions, notamment de Québécois dont vous parliez. Il suffit juste, je crois que la problématique, c'est pas tant combien de gens on a dans le public, mais c'est plutôt les chances d'être vus. Par exemple, comme vous nous donnez l'occasion d'être aujourd'hui en train de donner des informations sur ce que nous faisons, c'est un peu plus vers là que je pense qu'on va pouvoir aider les gens et atteindre toutes les strates de la population que nous avons ici au Québec. Mais après, comme vous le savez, notre musique, c'est une musique qu'on appelle aussi, pour dire, des musiques du monde. Oui. Donc du coup, à la base, quand je considère que nous avons la même chance dès le début de mon propos, c'est parce que pour nous, le public, c'est pas foncièrement... Nous vivons cette musique ici avec le public québécois, le public montréalais, canadien, etc. Mais
Le public est mondial. Voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la télévision, avec beaucoup de... Donc, on a une vision vraiment plus ouverte et plus large. Et même le choix des thématiques, de type de musique que nous faisons, indique déjà qu'au départ, on s'en va en se disant quand même que oui, on a toutes les chances d'y arriver, oui. Le choix des thématiques, la langue, également la forme de communication. J'avais déjà posé cette question auprès de quelques artistes africains. Et voici donc ma question, je vous la pose. Comment se fait-il que, comme ça, le constat est éloquent, évident, on a remarqué qu'en Afrique francophone, il y a des stars, des grandes vedettes qui sont riches naturellement, mais on a remarqué aussi qu'en Afrique anglophone, ils réussissent mieux aux États-Unis, puisque c'est l'objectif rêvé de la plupart de ces vedettes-là, Nigeria, Ghana et autres. On entend même leur musique ici, et ils glissent quelques mots de leur dialecte un petit peu, mais ils chantent en anglais surtout, et ils s'intègrent, ils s'insèrent vraiment dans la musique américaine comme telle, tout en mettant ce que j'appelle quelques épices à gauche et à droite de quelques sons, quelques éléments africains comme tels. Comment se fait-il que les francophones, comme tels, ça marche plus ou moins bien? Ça se limite à notre monde francophone et en se basant surtout vers la France, comme tel. Paf! On est vu à Paris, on est vu à là, on se dit, bah, ça a marché. Mais quand on regarde ça globalement, on dit, mais tiens, ils sont vraiment dans un monde qui est fermé, qui est petit. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Déjà, ma réaction, c'est une réaction de remerciement, donner l'occasion de discuter de ces questions de langue. Et aussi, c'est de dire que, très simplement, en général, à la base, ne pouvant pas s'expliquer, mais ça se comprend. C'est-à-dire que quand vous regardez la forme de colonisation que les Français avaient, c'était l'assimilation. Et quand vous regardez la forme de colonisation qu'avaient les Anglais, c'était l'administration. Et parti de là, vous pouvez comprendre que, voilà, il y a un complexe vécu de la part des colonisés vis-à-vis de la métropole et notamment avec la langue. Je vais vous dire une petite histoire, un petit truc rapide. Quand j'étais né, je vivais au Cameroun. Ayant eu la chance de faire quand même le lycée de la classe moyenne, c'est une chance, et j'ai pu observer que pour beaucoup de jeunes, avoir l'accent français, c'était cool, c'était beau, c'était joli, c'était bien. Et en réalité, dans ma tête, ça avait formé quelque chose comme quoi, pour parler le français, pour avoir un français super cool, super chic, il faut avoir un accent français. Il fallait parler comme eux, finalement. Voilà, il fallait parler comme eux. Oui. Mais quand j'ai voyagé au Québec, j'ai été libéré de cette illusion, mais sortie du néant. Pourquoi? Parce que j'ai observé des gens qui parlaient le français et qui avaient tout un autre accent, mais qui construisaient un pays magnifique, qui avaient des relations magnifiques et qui, voilà, entre eux, quoi, je veux dire, se comprenaient avec ce qu'ils disaient, comment ils le disaient. Et à partir de là, moi, ça m'a décomplexé. Et si je veux amener ça un peu plus loin en parlant maintenant des langues locales telles que vous avez mentionnées, en ce qui me concerne, moi, Menfi, une fois j'ai été invité dans un spectacle où je devais faire avec mon groupe, parce que c'est le groupe Beyond de Crew, nous jouons pour beaucoup d'artistes, Mewé, Grâce des Cabs, Soubil, nous avons joué en live pour beaucoup d'artistes, et c'était Mewé. Mais oui, il m'a vu, on chauffait le micro et tout. Puis là, il dit, mais pourquoi vous voulez toujours, on essayait de faire des trucs comme la Talakou et tout. Il me dit, pourquoi vous voulez imiter des Ivoiriens alors qu'au Cameroun, vous avez de belles langues, etc. C'est vrai que j'écrivais déjà en banganté, mais pour moi, c'était comme un départ, mais vraiment très fort de me dire, mais tiens, déjà, c'est quoi ta langue? Et c'est pour cela que je profite ici de dire encore, le banganté signifie ceux qui ont refusé l'esclavage. C'est une langue de libération. Et la langue banganté, en réalité, s'appelle le Mendiumba, qui en fait est le résidu moderne du Médinéter, qui était parlé dans la vallée du Nil. Oui, oui. Donc, les hiéroglyphes qui ont écrit dans les murs et tout, c'était le Médinéter qui parlait. Et aujourd'hui, le Mendiumba, c'est le résidu moderne de cette langue. Donc, ça me donne toute une fierté incroyable de chanter dans cette langue-là. Je privilégie beaucoup cette langue. Je chante aussi en lingala, en anglais, en français,
Parce que, comme vous l'avez dit, pour les frères nigériens qui visent les États-Unis, ils font insérer des trucs, mais moi, j'essaye vraiment de prendre... J'ai des chansons où vous aurez toutes les 4 ou 5 langues mélangées à l'intérieur. Parce que je dis quelque chose en cette langue, après je redis ça en telle autre langue, ou je dis le prochain propos dans telle autre, etc. C'est vraiment un melting pot de tout ce que je suis, de ma culture, de ce que j'ai ramassé ici et là, parce que je suis venu avec rien. Et voilà, donc oui, je fais l'effort de véritablement aller dans ce sens-là, de mettre de l'avant nos cultures, nos langues, parce que déjà, je sais quelle est la valeur de ma langue, le Medjugorje. À vous écouter, on est fasciné de voir cette fierté, cette authenticité qui se dégage en vous. Merci. Je dirais plutôt cette fierté africaine. Oui. Le monde actuellement vit une situation que l'on pourrait appeler, moi je dirais pas de chaotique, mais où il est permis ici de s'interroger quand même. Et je vous emmènerai sur le continent africain, comme tout jeune. Nous vivons plusieurs formes d'interrogation. Comme tel, où on assiste, on ne sait pas si on assiste à un coup de pied dans le derrière de la France, en ce qui concerne les pays africains, ou bien à une certaine redéfinition des relations franco-africaines. Votre point de vue, en fait, c'est ma dernière question. Oui, disons que c'est fou la rime, c'est fou comment ça rime en fait. Afrique, qui doit avoir du fric, quelqu'un Afrique. Mais il est sans fric. Et c'est fou, encore une fois, la rime, de dire la France, c'est la souffrance pour l'Afrique. Et je finirai, enfin j'avancerai en disant que il m'arrivait l'autre jour de donner une opinion sur ces questions, notamment ce qui se passe au Niger. Je disais... Je suis un peu embêté d'entendre aujourd'hui beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques, hommes de médias dire « Nous, Africains, nous n'avons pas de problème contre le peuple français. » Je réitère que c'est vrai, ma femme, elle est française. Nous n'avons pas de problème, mais c'est pas important de le dire. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour flatter quelqu'un, en fait. On ne veut pas flatter les Français, on ne veut pas leur dire « On n'a pas de problème contre vous ». Nous, on ne les entend pas nous dire qu'ils n'ont pas de problème contre nous. Pourquoi avoir besoin de le dire? Simplement préciser. Pour éviter une certaine confusion, pour éviter une certaine, comment dirais-je, fausseté en fait. J'entends ce que vous me dites, mais encore, si vous me permettez, ce que je dirais, c'est que ça souligne simplement la nature intrinsèque même de la relation de maître à... Oui, pourquoi je dois m'excuser pour quelque chose qui, au fond, si dans le fond, et il est réellement vrai, et comme je le dis, c'est pas vrai, ma femme est française, mon grand-père était français, s'il est vrai que on n'a pas de problème contre la France, j'ai pas besoin de le dire. Moi, ce que je dis, c'est que encore, pour aller plus loin, pour réfléchir, les subventions dont bénéficie le peuple français, ça vient d'où? Ça vient des actions des dirigeants français. Moi, je dépersonnalise ces questions à dire « Oh, c'est monsieur Emmanuel Macron ». Non, non. Parce que hier, j'ai dit c'est Chirac. Avant-hier, j'ai dit c'est Sarkozy. Mais ils sont où? Ils sont tous partis. C'est de la roublardise. Donc, en fait, le peuple français doit prendre ses responsabilités et reconnaître qu'il bénéficie de l'imposture. Et donc, à se demander si nous on les aime ou on les aime pas, là n'est plus la question. La question c'est que faites-vous face à cette imposture? Parce que nous sommes tous allés dans les grandes écoles avec ces jeunes Français et ils sont intelligents. Ils sont super intelligents. Ils peuvent savoir, ils peuvent se montrer eux-mêmes du doigt pour une fois. Je dois vous dire merci. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci. 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 Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.